Le matin du 30 avril 1945, les forces soviétiques se préparaient à l'assaut final sur le Reichstag. L'objectif était de capturer le bâtiment avant le défilé du 1er mai à Moscou, tandis que les commandants de l'offensive faisaient pression pour obtenir des résultats immédiats. Staline, voyant Berlin totalement encerclé, laissa les commandants sur le terrain prendre les décisions sans son intervention directe. Le Reichstag, en tant que symbole de la chute du Troisième Reich, devint la cible principale de la propagande soviétique. Les défenseurs allemands avaient reconstruit un réseau complexe de fortifications entourant entièrement le Reichstag, avec un labyrinthe de tranchées et de positions de combat solidement défendues. Au centre du Königsplatz, un tunnel inondé attirait l'attention. Cette structure avait été construite initialement pour la gigantesque Volkshalle d'Albert Speer, mais avait été endommagée par les bombardements alliés. Le tunnel, rempli d'eau infiltrée du fleuve Spree, témoignait des traces de la destruction massive qui ravageait Berlin en ces jours de chaos. L'ensemble du paysage ressemblait à une scène apocalyptique digne d'un tableau de Jérôme Bosch, avec des têtes de cariatides de la façade du Reichstag dispersées sur le sol, utilisées par les soldats comme oreillers improvisés. L'attaque du Reichstag. Après un petit déjeuner rapide, durant lequel les soldats vérifièrent leur équipement, leurs armes et leurs munitions, l'attaque commença à 6 heures du matin. La première compagnie, à peine avancée de 50 mètres, fut prise sous un feu ennemi dévastateur, les obligeant à se plaquer au sol. 2 bataillons tentèrent d'avancer pour prendre le contrôle du Reichstag, mais la plupart de leurs membres furent fauchés par le feu intense des positions allemandes, qui provenaient non seulement du Reichstag, mais aussi du théâtre de l'Opéra Kroll, situé de l'autre côté du Königsplatz. Face à la situation critique, une nouvelle division fut envoyée pour attaquer le théâtre et dégager les bâtiments environnants. Les renforts arrivèrent bientôt. Canons automoteurs et chars traversèrent le pont Moltke pour soutenir l'infanterie soviétique engagée dans les combats du Königsplatz. L'air était saturé de fumée et de poussière, conséquence des bombardements incessants, rendant la visibilité presque nulle. Le combat était féroce. Les soldats luttaient pour chaque centimètre du terrain, pris dans une ville en ruine qui s'effondrait autour d'eux. Le bombardement du ministère de l'air de Göring. Un autre bâtiment emblématique fut massivement bombardé ce matin-là. Le ministère de l'air de Göring, situé sur Wilhelmstrasse. Sa structure en béton armé résista à l'attaque, et sa proximité avec la chancellerie du Reich en faisait un point de rassemblement des dignitaires du parti nazi en uniforme. Dans cette mêlée de soldats, on retrouvait des hommes de la Luftwaffe et des Waffen-SS, des vétérans âgés de la Première Guerre mondiale, enrôlés de force dans la Volkssturm, donnant l'impression qu'ils s'étaient échappés d'un musée de cire, les derniers moments dans le bunker de Berlin. Dans le bunker de la chancellerie, la matinée précédant la mort d'Hitler se déroula de manière routinière. Les officiers allaient et venaient, plongeant l'endroit dans une confusion et un chaos constant. Pourtant, une tension et un sentiment de désespoir palpable imprégnèrent l'atmosphère. La victime de cette macabre expérimentation fut Blondie, son berger allemand adoré, qui l'avait accompagné fidèlement pendant des années. Hitler entretenait une relation particulière avec les chiens qui remontait à son adolescence, lorsqu'un chien lui avait été offert dans une période de pauvreté extrême. Mais Blondie et ses chiots ne survécurent pas, exécutés dans le jardin de la chancellerie. La peur de la capture et le suicide d'Hitler. La crainte d'être capturé vivant par les soviétiques hantait Hitler dans ses derniers jours. L'annonce de l'exécution de Mussolini, pendu par les pieds sur une place de Milan avec sa maîtresse, le bouleversa profondément. Il ordonna alors des mesures pour empêcher que son propre cadavre ne soit exposé à Moscou, exigeant qu'il soit immédiatement incinéré. Malgré son obsession de contrôler son image après la mort, la réalité dépassait ses pires craintes. Hitler était hanté par la question de comment l'histoire se souviendrait de lui. Même à l'approche de la mort, il cherchait à garder le contrôle. Sa femme récemment épousée, Eva Braun, était déterminée à mourir à ses côtés. Si elle avait hésité au dernier moment, Hitler aurait pris des mesures pour s'assurer qu'elle ne survive pas. Ce n'était pas seulement par crainte de sa souffrance, mais surtout par peur qu'elle soit capturée, humiliée et torturée par ses ennemis. Pour Hitler,
La mort n'était pas seulement une libération, mais une décision finale, un ultime acte de contrôle destiné à ne laisser aucune trace exploitable par ses adversaires. Le dernier acte du Führer. Alors que son régime s'effondrait et que les forces alliées avançaient inexorablement, Hitler se résolut à mettre fin à ses jours. La seule façon de s'assurer que le Troisième Reich ne soit pas utilisé comme un trophée de propagande par ses ennemis était de faire disparaître son corps. Dans son esprit dérangé, la mort restait le seul moyen d'exercer un dernier pouvoir, même après sa disparition physique. Les dernières heures de la défense de Berlin. Dans les dernières heures de la bataille, la situation à Berlin était désespérée. Les Alliés se rapprochaient de la ville. Les défenseurs allemands, épuisés et à court de munitions, étaient au bord de l'effondrement. Le général Weidling, commandant de la défense de Berlin, savait que la chute de la ville n'était plus qu'une question d'heures. Il demanda l'autorisation d'organiser une évacuation, mais les ordres d'Hitler, désormais de plus en plus irrationnels, interdisaient toute reddition. Les bombardements incessants faisaient s'effondrer la ville, tandis que les SS et les derniers loyalistes se préparèrent à mourir aux côtés du régime qu'ils avaient servi. Dans cet ultime chaos, Hitler disparut derrière les murs de son bunker, prêt à commettre l'acte final qui scellerait la fin du Troisième Reich, l'approche finale des Alliés et la fin d'Hitler. Les Alliés avançaient inexorablement vers la ville, et la résistance allemande, déjà épuisée, était au bord de l'effondrement. Erich Weidling, un officier expérimenté, avait été nommé commandant de la défense de Berlin. Bien qu'il eût accédé au grade de général grâce à ses compétences tactiques, il se retrouvait à présent à la tête d'une bataille perdue d'avance. Après avoir appris qu'aucun renfort ne viendrait, Weidling calcula que la résistance de la ville s'effondrerait en quelques heures en raison du manque de munitions et de la pression implacable des forces alliées. Mais les ordres d'Hitler étaient de plus en plus incohérents et dénués de sens. Un cadeau symbolique et la fin proche. Dans un acte de résignation, Eva Hitler, consciente de l'inévitable, offrit à sa secrétaire, Traudl Jung, un dernier cadeau symbolique. Une cape en fourrure d'argent, un présent qu'elle ne porterait jamais. La ville en ruine et la fin imminente étaient palpables dans l'air. Pendant ce temps, Weidling, accablé par l'épuisement physique et mental, retourna au Bendlerblock, le quartier général de la défense de Berlin. Ses préparatifs reflétaient sa certitude que la fin était proche. Il était déterminé à ne pas être capturé vivant par les soviétiques. Les investigations menées plus tard par le Smersh révélèrent que son chauffeur, Erich Kempka, avait reçu l'ordre, dès le 29 avril, de transporter des bidons d'essence depuis le garage de la chancellerie. Les derniers moments d'Hitler et d'Eva Braun. Après le déjeuner, Hitler se retira dans la chambre d'Eva. Peu après, ils émergèrent dans le couloir, où Günsch avait réuni le cercle restreint du Führer. Au Goebbels, Bormann, Krebs, Burgdorf et les deux secrétaires d'Hitler. L'atmosphère était pesante, marquée par une désolation silencieuse. Magda Goebbels, bouleversée, resta en retrait dans une autre pièce, submergée par le désespoir. Fut envoyée pour calmer la rumeur, mais ne reçut aucune réponse. Un autre garde fut dépêché à l'étage supérieur pour mettre fin aux festivités. Pendant ce temps, Günsch montait la garde devant la chambre d'Hitler, s'assurant que le Führer ait toute l'intimité nécessaire pour accomplir son dernier acte. Dans un ultime élan de désespoir, Magda Goebbels tenta de pénétrer dans la pièce, mais Günsch l'en empêcha. Accompagnés de Günsch, Goebbels, Bormann et Axmann. Les autres, restés à l'extérieur, tentaient d'apercevoir la scène avant que la porte ne se referme sur eux. Linge et Günsch, en silence, enveloppèrent le corps d'Hitler dans une couverture de la Wehrmacht. Ils le transportèrent dans le couloir, puis montèrent les escaliers menant au jardin de la chancellerie du Reich. À un moment, Linge récupéra la montre d'Hitler, mais se résolut rapidement à s'en débarrasser, sachant que les soviétiques approchaient. Le corps d'Eva Hitler, dont le visage restait figé sous l'effet du poison, fut placé aux côtés de son mari près de la sortie du bunker. Les cadavres furent aspergés d'essence, prélevés dans les bidons transportés plus tôt. Goebbels, Bormann, Krebs et Burgdorf s'approchèrent pour leur rendre un dernier hommage. Leur bras se leva une dernière fois pour exécuter le salut hitlérien. Puis, avec solennité, ils jetèrent un chiffon enflammé sur les corps, allumant le dernier bûcher funéraire du Troisième Reich.
Le dernier témoignage d'un SS à l'extérieur du bunker, l'un des gardes des SS qui avait bu avec d'autres officiers dans la salle à manger, aperçut la scène macabre depuis une porte latérale. Soudainement ému, il descendit précipitamment les escaliers du bunker et s'adressa à Rochus Mich. « Le chef est en train de brûler. Veux-tu venir voir ?» L'effondrement final. Le monde de Goebbels s'écroule. L'aube du 1er mai à Berlin surprit les troupes soviétiques épuisées, dispersées sur les trottoirs ou adossées aux murs des bâtiments. Rzhevskaya, l'interprète qui attendait la chute de la chancellerie du Reich, observa un soldat endormi en position fétale, utilisant un morceau de porte brisée comme oreiller improvisé. Ceux qui étaient déjà réveillés ajustaient leurs bandes, ignorant encore la nouvelle de la mort d'Hitler survenue la veille au soir. Quelques-uns continuaient à se moquer des soldats allemands, leur criant « Hitler, Durac! Hitler est un imbécile! Le silence dans les rangs allemands !» Du côté allemand, la mort du Führer fut gardée secrète toute la nuit. Au matin, elle fut communiquée uniquement à certains officiers de haut rang. Le général de brigade des SS Wilhelm Mohnke, en annonçant la nouvelle à Krukenberg, ne put s'empêcher d'adopter un ton solennel. « Oh, une brillante comète a cessé de briller », lui déclara-t-il. Les officiers attendaient des nouvelles sur d'éventuelles négociations, mais la reprise soudaine des bombardements en milieu de matinée indiqua l'échec de toute tentative d'armistice. Les commandants soviétiques exigèrent une reddition inconditionnelle, une idée que Goebbels rejeta catégoriquement. Pendant ce temps, les lance-roquettes Katyusha et l'artillerie du 3e armée de choc, de la 8e armée de garde et de la 5e armée de choc continuaient à détruire les bâtiments en ruine. Le dernier refuge de Goebbels et sa famille. Après des semaines d'isolement dans le bunker, entouré de décombres et avec la chute de la ville imminente, Goebbels, son épouse Magda et leurs enfants assistèrent à l'effondrement du Troisième Reich. Ils vivaient dans des conditions extrêmes, bercés par le rugissement incessant des bombardements et le poids écrasant de la défaite. Les 6 enfants Goebbels ne craignaient pas d'être orphelins. Leurs parents avaient prévu leur sort avant qu'ils ne puissent tomber aux mains de l'ennemi. Pourtant, les enfants semblaient apprécier l'étrange quotidien du bunker. Helmut, l'aîné, commentait les explosions qui secouaient l'endroit avec une excitation enfantine. Oncle Adolphe, comme ils appelaient Hitler, leur offrait friandises et encas, servis sur une table recouverte d'une nappe soigneusement amidonnée. Ils bénéficiaient du seul accès au bain privé du bunker, un privilège unique. Le plan de Magda Goebbels. Le 27 avril au soir, dans le bunker, certains commencèrent à se détendre, d'autres sombrèrent dans l'alcool. Bormann se concentrait sur la succession du régime et l'avenir du national-socialisme. Il envoya un message à Dönitz, qui se trouvait à son quartier général sur la côte de la Baltique, lui annonçant qu'il était désormais le successeur de Hitler et non Göring. La décision irrévocable des Goebbels-Bormann savait que son pouvoir dépendait d'Hitler. Goebbels conversait dans son bureau avec Naumann, secrétaire d'État du ministère de la Propagande. Kunz attendit que les 2 hommes sortent avant que Magda Goebbels ne lui expose son plan. Elle lui expliqua que, après la mort de Hitler, il n'y avait plus d'autre option. Les soviétiques étaient reproches. Ils allaient prendre la ville, il fallait agir vite. Kunz proposa d'envoyer les enfants en lieu sûr, mais Magda refusa catégoriquement. Peu après, Goebbels revint et demanda à Kunz d'aider sa femme, sans préciser les détails du plan. Le médecin tenta une nouvelle fois de suggérer une évacuation des enfants, mais Goebbels refusa fermement. « Ce n'est pas possible, ce sont les enfants des Goebbels. » L'empoisonnement des enfants. Après ces paroles, Goebbels quitta la pièce, laissant Kunz avec Magda. Puis Magda sortit de la pièce, laissant ses enfants endormis. Kunz administra une dose de morphina. Cependant, il ne pouvait pas se résoudre à les empoisonner. Magda demanda alors l'aide du docteur Stumpfegger, médecin personnel de Hitler. Ensemble, ils terminèrent la tâche. Après l'acte, Stumpfegger se retira tandis que Kunz rejoignit Goebbels et sa femme. La mort de Goebbels est l'ultime crémation. Dans son bureau, Goebbels marchait nerveusement de long en large. Lorsque Mich sortit prudemment à l'extérieur. Berlin à l'agonie, les Allemands n'avaient plus la force de se soucier des symboles. Les civils recouvraient les corps des soldats tombés avec des journaux ou des morceaux d'uniforme.
D'autres faisaient la queue devant les cuisines de campagne de l'armée rouge, qui commença à distribuer de la nourriture sous les ordres de Berzarin, bien que, à ce moment-là, les régions centrales de l'Asie soviétique subissaient une grave crise alimentaire, poussant certains à recourir au cannibalisme. Cela n'affecta en rien la nouvelle stratégie soviétique visant à gagner la confiance du peuple allemand. Cependant, le changement dans la politique du parti n'avait pas encore atteint les couches les plus modestes. Le souffrance individuelle et la peur de l'avenir se reflétaient tant chez les hommes et les jeunes sur le point d'être déportés que chez les femmes et les jeunes filles laissées derrière. Dans les rues, on voyait des prisonniers, des policiers, des religieux, des vieillards et des écoliers à peine sortis de l'enfance. Des hommes marchant aux côtés de leurs épouses, certaines jeunes et élégantes, tentant de les encourager avec des rires et des paroles rassurantes. Un jeune soldat transportant 2 enfants, un garçon et une fille, tandis que les gardes se comportaient avec eux avec une grande correction. Les visages étaient empreints de tristesse, mais les soldats leur donnaient du pain et de l'eau. Dans le Tiergarten, un soldat allemand blessé était assis sur un banc. Une infirmière était blottie contre lui. Tous deux fixaient le vide, comme s'ils n'avaient plus aucun lien avec le monde extérieur. Ce jour gris, froid et pluvieux marqua, sans aucun doute, l'effondrement de l'Allemagne. Enveloppé dans la fumée, encerclé par des ruines en flammes, jonché de centaines de cadavres dans les rues, le chaos et la recherche d'Hitler. Certains corps avaient été écrasés par les chars, aplatis comme des tubes de dentifrice. Une vieille femme sans vie fut découverte, la tête appuyée contre un mur, assise sur un matelas près d'une porte, le visage figé dans une expression de douleur muette et éternelle. Non loin de là, les Russes furent frappés par la méticulosité des Hofrauen, les femmes au foyer allemandes. Dans les rues où le calme est revenu, elles balaient et enlèvent les décombres. Elles nettoient les trottoirs avec des balais, comme si elles étaient à l'intérieur d'une maison. Pendant ce temps, les recherches du cadavre d'Hitler se poursuivaient sans succès. Ce n'est que le 3 mai que les 6 enfants de Goebbels furent retrouvés dans un endroit isolé où ils avaient été allongés pour dormir, comme si on avait voulu les protéger du chaos extérieur. Le Smersh convoqua le vice-amiral Voss, officier de liaison de Hitler avec la Kriegsmarine, pour identifier les victimes. D'après les témoins, il parut complètement anéanti par la scène, l'étrange découverte d'un faux Hitler. Ce même jour, un fait troublant se produisit lorsque les généraux du premier front biélorusse visitèrent la chancellerie du Reich. Un cadavre masculin fut retrouvé dans le bâtiment, portant une moustache en brosse et une mèche en biais. Cependant, il fut immédiatement écarté comme étant celui d'Hitler, car ses chaussettes étaient rapiécées. Hitler n'aurait jamais porté des chaussettes raccommodées, conclurent-ils. Lorsqu'il apprit que plusieurs soldats avaient vu le cadavre de Goebbels, Staline ordonna de punir les officiers responsables. Staline et la stratégie du doute, l'interprète Rzhevskaya nota que le système de Staline avait besoin d'ennemis internes et externes, et il craignait d'alléger la pression. Il est probable que l'intention était d'utiliser un sosie pour fabriquer une conspiration anticommuniste. Le 4 mai, après la découverte du véritable corps d'Hitler, le Kremlin ordonna d'interdire toute mention de cette trouvaille. Staline chercha à associer l'Occident au nazisme en insinuant que les Britanniques ou les Américains cachaient Hitler. Déjà, des rumeurs circulaient dans les hautes sphères soviétiques. Hitler aurait fui à la dernière minute en empruntant des tunnels, ou bien aurait pris la fuite par les airs avec Anna Reitsch et se cacherait en Bavière, sous contrôle américain. Cette propagande faisait partie des craintes de Staline. Il redoutait que les alliés occidentaux puissent, dans le dos de l'URSS, conclure un pacte avec les nazis. La découverte du corps d'Hitler. Le 5 mai, après de nouveaux interrogatoires, les corps de Hitler et Eva Braun furent retrouvés. Ce jour venteux et gris, les recherches reprirent dans le jardin de la chancellerie du Reich. Finalement, un soldat trouva un bout de couverture grise, enfoui sous la terre accumulée dans un cratère d'obus. 2 corps calcinés furent exhumés, accompagnés d'un berger allemand et de son chiot, retrouvés dans le même trou. Le général Vadis fut immédiatement informé. Avant l'aube du jour suivant, le capitaine Deriabin et un chauffeur enveloppèrent discrètement les corps d'Hitler et Eva Braun dans des draps. Puis, les transportèrent en dehors du périmètre sécurisé par Berzarin,
Ils furent ensuite conduits à la base du Smersh à Buch, dans le nord-est de Berlin. Dans une petite clinique en briques, où avaient déjà été examinés les restes de Goebbels, le colonel Kraevsky et son équipe de médecins légistes commencèrent leur enquête sur les restes les plus recherchés du Troisième Reich. D'après le témoignage de Rzhevskaya, les experts légistes furent surpris de recevoir l'ordre de garder un secret absolu et éternel sur tout ce qui concernait le cadavre de Hitler. On ignore si Téléguine était au courant de la découverte, mais il est certain que Beria l'a fait arrêter plus tard pour d'autres raisons. Cependant, ni Berzarin ni Djoukov ne furent informés de la découverte du corps. En fait, Djoukov se sentit trahi lorsqu'il l'apprit, de nombreuses années après. Vadis ordonna d'effectuer des vérifications supplémentaires afin de s'assurer que le corps retrouvé était bien celui d'Hitler, avant d'en informer Beria et Staline. Ces hommes retrouvèrent l'assistante du dentiste personnel de Hitler, qui examina les mâchoires du crâne retrouvées et confirma qu'elles appartenaient bien au Führer. L'identification se basait sur un pont dentaire qu'elle avait elle-même réalisé. Les mâchoires furent ensuite séparées du crâne et conservées dans une boîte doublée de satin rouge, l'accélération de la fin de la guerre. La mort de Hitler, bien qu'elle n'ait pas immédiatement signifié la fin de la guerre en Europe, accéléra les événements qui menèrent à sa conclusion. Le 2 mai, les forces allemandes du nord de l'Italie et du sud de l'Autriche, totalisant près d'1 million d'hommes, se rendirent. Churchill tenta de parvenir rapidement à Fiume pour sécuriser Trieste, avant que la ville ne tombe aux mains des partisans yougoslaves de Tito. Le 2e corps d'armée britannique fut le premier à atteindre la côte baltique du Schleswig-Holstein, avançant rapidement au nord de l'Elbe vers Lübeck et Travemünde. Les forces alliées se préparèrent immédiatement à avancer vers le Danemark pour le libérer. Le 2e front biélorusse de Rokossovski, qui espérait faire du Danemark un trophée de guerre, occupa toute la région de Mecklembourg. Cependant, leur progression fut moins efficace en termes de captifs, ce qui irrita les soviétiques. En effet, les forces du 3e corps de Panzer de Manteuffel et du 21e corps de Tippelskirch se dirigèrent vers l'ouest afin de se rendre aux Britanniques, évitant ainsi la capture par les soviétiques. Ces redditions massives aux alliés occidentaux privèrent l'Union soviétique de nombreux prisonniers de guerre, qu'elle comptait utiliser comme main-d'œuvre forcée pour compenser les destructions causées par l'invasion allemande. Peu après la capitulation finale, Eisenhower, toujours prudent dans ses relations avec le Kremlin, informa la Stavka que toutes les troupes allemandes, y compris celles de Schörner, seraient livrées à l'armée rouge. Antonov exprima sa satisfaction face à cette décision. Le pillage de Berlin, la quête du pouvoir et de la science dans les ruines du Troisième Reich. Staline considérait la capture de Berlin comme une victoire légitime, bien qu'il se rendit rapidement compte que les récompenses étaient minimes et les pertes considérables. L'un des principaux objectifs était la Reichsbank de Berlin, où l'on espérait trouver 2389 kilos d'or, 12 tonnes de pièces d'argent et des millions en billets provenant des pays occupés par les forces de l'Axe. Cependant, la plupart des réserves d'or nazies avaient déjà été transférées vers l'Ouest. Plus tard, Serov fut accusé d'avoir détourné une partie des ressources obtenues pour les utiliser comme dépenses opérationnelles du NKVD, l'expropriation industrielle et scientifique. L'objectif principal du NKVD était de s'approprier tous les laboratoires, ateliers et usines allemandes. En effet, une liste détaillée de matériel nécessaire aux laboratoires médico-légaux de la police soviétique fut transmise aux autorités. L'un des projets clés était l'opération Borodino, destinée à accélérer le développement des armes nucléaires soviétiques. Des efforts furent également déployés pour capturer les scientifiques responsables de la fusée V2, les ingénieurs de Siemens ainsi que d'autres techniciens spécialisés pouvant contribuer à l'industrie militaire soviétique et rattraper le niveau des États-Unis. Peu de scientifiques, comme le professeur Young et son équipe, résistèrent à la pression soviétique, refusant de collaborer au développement du gaz neurotoxique. Cependant, la majorité accepta de coopérer et bénéficia de conditions relativement favorables, obtenant le droit de faire venir leur famille en Union soviétique. Le chaos du démantèlement industriel. Malgré l'énorme quantité d'objets transportés à Moscou, la plupart se révélèrent inutiles, car ils nécessitaient des installations spécialisées et des matières premières de haute qualité. Un scientifique soviétique ayant participé au démantèlement de Berlin
observa avec ironie « Le socialisme ne peut pas tirer profit, même avec toute l'infrastructure technologique d'un autre pays. » L'expropriation des laboratoires et usines fut un chaos absolu. Les soldats de l'armée rouge ayant découvert de l'alcool méthylique l'essayèrent et le partagèrent entre eux. Les pièces des ateliers furent pillées par des groupes de femmes allemandes qui les laissèrent à l'air libre, provoquant ainsi une oxydation rapide. Même lorsque certaines machines furent finalement transportées en Union soviétique, elles étaient inutilisables. Ainsi, la théorie stalinienne de l'expropriation industrielle s'avéra pratiquement inefficace. L'armée rouge adopta une attitude irrationnelle vis-à-vis de la propriété allemande en général, destruction et pillage. Les prisonniers de guerre français furent stupéfaits d'assister à la destruction systématique de machines en parfait état de fonctionnement, qui auraient pourtant pu être réutilisées. Ce gaspillage massif de ressources condamna l'Allemagne, occupée par les Soviétiques, à un retard économique dont elle ne put jamais se remettre. Le pillage des soldats soviétiques fut aussi brutal qu'en Prusse orientale, mais avec une touche plus exotique. Les généraux soviétiques agissaient comme des pachas turcs. L'écrivain Vassili Grossman rapporta comment l'un des commandants du corps de Tchouikov pendant les derniers jours de la bataille avait acquis 2 précieux teckels, un perroquet, un paon et une pintade qui voyageaient avec lui. Dans ses notes, il écrivit « Son quartier général était très animé. Bientôt, des enfants russes apparurent à Berlin, certains n'ayant pas plus de 12 ans, se joignant au pillage. Arrêtés, 2 d'entre eux avouèrent avoir parcouru tout le trajet de Berlin jusqu'à Vologda, une ville située au nord de Moscou. Le pillage par les déplacés et les Allemands. Il ne fut pas surprenant que les travailleurs étrangers libérés participent à d'importants pillages dans les zones reconquises, comme le rapportait un document américain. Les hommes se dirigeaient vers les caves à vin, les femmes vers les magasins de vêtements, et tous rassemblaient la nourriture trouvée sur leur chemin. Cependant, il fut noté que une grande partie des pillages attribués aux étrangers étaient en réalité commises par les Allemands eux-mêmes. La peur et la complexité des sentiments. Les Allemands, plongés dans une haine et une peur viscérale envers les travailleurs forcés libérés, furent horrifiés en voyant que les autorités alliées occidentales leur accordèrent la priorité dans la distribution alimentaire. On rapporte que l'évêque de Münster appelait tous les déplacés des Russes et demandait aux Alliés de protéger les Allemands contre ces gens inférieurs. Cependant, ce qui surprit les Allemands fut que, malgré les souffrances qu'avaient endurées les travailleurs forcés depuis leur déportation en Allemagne, leur niveau de violence fut étonnamment bas. À Berlin, les sentiments des civils allemands étaient complexes et contradictoires. Bien qu'ils ressentaient de la rancœur face aux pillages et viols, les Berlinois furent également surpris et reconnaissants des efforts de l'armée rouge pour leur fournir de la nourriture. La propagande nazie leur avait inculqué l'idée que les Soviétiques les extermineraient par la famine. Le général Berzarin, en sortant dans les rues et en discutant avec les Berlinois qui attendaient devant les cuisines de campagne soviétiques, gagna rapidement l'admiration des civils, tout comme il l'avait fait avec ses propres troupes. Sa mort tragique dans un accident de moto causé par un conducteur ivre provoqua une grande consternation et donna naissance à des rumeurs parmi les Allemands, certains spéculant qu'il avait été assassiné par le NKVD. Une aide alimentaire moins altruiste. Cependant, ce qui surprit le plus les Berlinois fut une autre forme d'aide alimentaire. Les soldats soviétiques arrivaient avec des morceaux de viande, demandant aux ménagères allemandes de les cuisiner en échange d'une portion. Comme d'autres soldats, ils voulaient s'asseoir à table dans une véritable maison. Ils avaient toujours de l'alcool avec eux, et après le repas, ils portaient un toast solennel à la paix. Ensuite, ils insistaient souvent pour boire à la santé des dames. La Seconde Guerre mondiale, le changement dans leur vie. Les soldats soviétiques semblaient porter un sentiment inexplicable de culpabilité d'avoir survécu. En se souvenant de leurs camarades tombés au combat, ils trouvaient étrange d'être encore en vie à la fin du conflit. Ils s'enlacèrent comme des frères, soulagés par la victoire, mais la paix qui suivit la bataille les laissa perplexes. Beaucoup n'arrivaient pas à dormir paisiblement, même des semaines après la fin des combats. Le silence étrange qui les entourait les désorientait. De plus, ils devaient assimiler tout ce qui s'était passé, des événements qu'ils n'avaient pas eu le courage d'affronter pendant les combats.
Il ne faisait aucun doute que ce qu'ils avaient vécu représentait non seulement la période la plus cruciale de leur vie, mais aussi de l'histoire mondiale. Ils pensaient à leur foyer, à leurs fiancés et à leurs épouses, et à la manière dont ils allaient bientôt devenir des membres respectés de leur communauté. Les femmes soldats et un avenir incertain. Cependant, pour les femmes soldats, l'avenir semblait moins prometteur. Le nombre d'hommes disponibles était réduit, et celles qui étaient enceintes savaient qu'elles devraient affronter leur situation avec courage. « Alors, Ninka, » écrivit une jeune soldate à son amie, « tu as une fille et moi j'aurai un bébé, donc nous ne devons pas nous inquiéter de ne pas avoir de mari. » La plupart rentrèrent chez elles après avoir accouché et affirmèrent que leur époux était mort au front. La guerre, une brève illusion de liberté. La guerre avait été une expérience unique, offrant une étrange sensation de liberté après les purges de 1937 et 1938. On aurait pu croire que la terreur avait complètement disparu. Le fascisme avait été vaincu, Trotsky était mort, et des accords avaient été signés avec les puissances occidentales. Il ne semblait plus y avoir de raison pour que le NKVD maintienne son attitude paranoïaque. Cependant, en retournant en Union soviétique, les soldats découvrirent rapidement que les informateurs reprenaient du service et que les unités du NKVD recommençaient leur descente nocturne, arrêtant soudainement des amis ou des camarades. Un nouvel esprit de révolte. Contre le système, la proximité constante de la mort au front avait en grande partie éliminé la peur imposée par le stalinisme. Les officiers et soldats devinrent plus sincères, notamment sur leurs aspirations pour l'avenir. Ceux issus des campagnes souhaitaient abolir les fermes collectives. Les officiers, qui avaient surpassé les commissaires politiques depuis l'automne 1942, pensaient qu'il était temps que la bureaucratie soviétique, la nomenclatura, subisse une réforme similaire. Staline, avec cynisme, avait encouragé de telles rumeurs pendant la guerre, faisant croire à une liberté croissante. En réalité, son objectif était d'écraser toute velléité de changement une fois la guerre terminée. Le NKVD et le SMERSH, la peur du danger intérieur. À l'approche de la victoire, les officiers de l'armée rouge devinrent plus confiants, ce qui inquiéta le SMERSH et le NKVD. Les commissaires politiques n'avaient pas oublié leur conflit passé avec les commandements de l'armée rouge, en particulier pendant la bataille de Stalingrad, lorsqu'ils avaient été rétrogradés. Ils étaient désormais en alerte, surveillant les lettres des soldats qui comparaient la vie en Allemagne avec celle de leur propre pays. Le SMERSH, dirigé par Abakoumov, craignait une résurgence de l'esprit décembriste parmi les officiers. Les autorités soviétiques étaient parfaitement conscientes que les soldats russes qui avaient envahi la France en 1814 avaient également comparé les conditions de vie entre les deux pays. À cette époque, la France représentait une société plus avancée, et les Russes prirent conscience des carences de leur propre nation, ce qui les inspira à lutter contre l'absolutisme. Contrôle politique et répression accrue. Un rapport officiel soulignait que la situation était différente en 1945. Même si certaines propriétés privées semblent plus prospères que les fermes collectives, cela pourrait amener certains à penser que l'économie féodale est préférable au socialisme. Ces idées doivent être combattues avec vigueur. Entre 1944 et 1945, les arrestations pour motifs politiques dans l'armée rouge augmentèrent considérablement. En 1945, alors que la guerre n'avait duré que quelques mois pour l'Union soviétique, 135 056 soldats et officiers furent condamnés pour crimes contre-révolutionnaires. En 1944, le tribunal militaire suprême condamna 123 officiers supérieurs. En 1945, ce chiffre passa à 273 condamnations. Le sort des prisonniers soviétiques capturés. Ces chiffres n'incluent pas le traitement réservé aux soldats de l'armée rouge capturés par les Allemands. En mai 1945, Staline ordonna la création de camps de concentration pour enfermer les prisonniers de guerre soviétiques et les citoyens déportés. On prévoyait 100 camps, chacun pouvant accueillir 10 000 personnes, où ils seraient interrogés par le NKVD, la NKGB et le SMERSH. Le destin tragique des généraux prisonniers. Sur les 80 généraux de l'armée rouge capturés par les Allemands, seulement 37 survécurent jusqu'à leur libération. Cependant, une fois de retour en Union soviétique,
le SMERSH arrêta 11 d'entre eux, qui furent jugés et condamnés par les tribunaux du NKVD. Traduction en français: le processus de rapatriement et les conséquences du conflit. Le processus de rapatriement ne fut complété qu'en décembre 1946. À cette date, plus de 5,5 millions de personnes avaient déjà retourné en Union soviétique, y compris 1,8 million de prisonniers de guerre. Cependant, plus d'1,5 million de soldats de l'armée rouge, capturés par les Allemands, furent envoyés au goulag ou affectés aux travaux forcés en Sibérie et dans le nord du pays, où les conditions n'étaient guère meilleures. Les civils qui avaient été déportés en Allemagne furent considérés comme ennemis potentiels de l'État et placés sous la surveillance du NKVD. Ils se virent également interdire d'approcher des villes importantes telles que Moscou, Leningrad et Kiev, tandis que leurs familles continuaient d'être surveillées. Même en 1998, les formulaires d'admission à un institut de recherche russe comprenaient des questions sur la présence éventuelle d'un membre de la famille dans un camp de prisonniers ennemis. Les sacrifices humains et les erreurs stratégiques de Staline et ses maréchaux ne faisaient preuve d'aucune considération pour la vie de leurs soldats. Lors de la prise de Berlin, les pertes furent extrêmement élevées. 78 291 soldats morts, 274 184 blessés. Ces pertes, selon les historiens russes contemporains, auraient dû être bien moindres. Elles résultaient du désir de Staline d'atteindre Berlin avant les alliés occidentaux et du fait qu'un trop grand nombre d'armées furent envoyées simultanément pour assaillir la ville. Cela entraîna même des bombardements accidentels entre troupes soviétiques. Le traitement réservé aux soldats mutilés fut tout aussi cruel. Les plus chanceux durent attendre des heures pour obtenir des prothèses de qualité médiocre, pas meilleures que les jambes de bois utilisées par les soldats blessés à la bataille de Borodino. Ne voulant pas voir leurs rues remplies d'anciens combattants estropiés, les autorités des grandes villes décidèrent de les regrouper et de les envoyer dans des camps de concentration. Beaucoup furent déportés à Belaya Zemlya, dans le nord du pays, comme s'ils étaient des prisonniers du goulag, frustration et montée de l'antisémitisme. L'été 1945, en Union soviétique, fut marqué par une colère croissante et un sentiment de frustration qui s'exprimèrent sous diverses formes. Les manifestations les plus graves prirent la forme de violentes poussées d'antisémitisme. En Asie centrale, les Juifs furent brutalement attaqués dans les marchés et les écoles. Dans plusieurs villages, des habitants crièrent « Attendez que nos gars du front reviennent, alors nous tuerons tous ces Juifs ». Les autorités locales, loin de réagir, minimisèrent ces violences, les qualifiant de hooliganisme, et laissèrent souvent ces crimes impunis. Staline et l'antisémitisme d'État. Il est difficile de déterminer dans quelle mesure l'antisémitisme de Staline était une conséquence de sa haine pour Trotsky, ou s'il était fondé sur des convictions plus profondes. En raison du cosmopolitisme internationaliste prôné par Trotsky, Staline considérait les Juifs comme une menace, une entité connectée à un réseau global qu'il trouvait profondément suspect. L'idée du cosmopolitisme fut progressivement assimilée à une forme de trahison. Et cette obsession atteignit son paroxysme avec l'hystérie antisémite entourant le complot des blouses blanches à la fin de sa vie. Bien que géorgien d'origine, Staline adopta des postures proches du chauvinisme russe, incarnant un rôle similaire à d'autres dirigeants nationalistes, tels que Napoléon ou Hitler. Dans un discours célèbre de mai 1945, il loua les Russes au-dessus de toutes les autres nations de l'Union soviétique, mettant en avant leur intelligence, leur énergie et leur caractère inébranlable. Ce discours s'adressait principalement aux populations du sud de l'URSS, qui avaient subi des déportations brutales sous son régime, causant des milliers de morts. L'héritage de la victoire, propagande et culte de la personnalité. Contrairement à Hitler, Staline ne poursuivait pas un projet d'extermination raciale, mais une vision pragmatique et politique du pouvoir. Cependant, le triomphe russe devait rester au centre du récit national. Le programme idéologique du parti ne rendait hommage qu'à un seul homme, notre génie incomparable, le camarade Staline, à qui nous devons notre victoire historique. Staline s'assurait d'être présent chaque fois que la victoire était proche. Mais il se retranchait rapidement dans l'ombre en cas de désastre, surtout lorsque celui-ci était de sa propre responsabilité. Les commandants devaient impérativement reconnaître sa sagesse et son leadership, et toute autre interprétation des événements était dangereuse.
La méfiance croissante envers ses propres généraux Staline devenait de plus en plus suspicieux lorsque des soviétiques recevaient des éloges à l'étranger. Il redoutait particulièrement les honneurs reçus par l'armée rouge, notamment la popularité de Zhukov. Lorsque Eisenhower visita l'Union soviétique, Zhukov l'accompagna partout, voyageant même avec lui à Leningrad à bord de l'avion privé du général américain. Partout, les deux commandants furent chaleureusement accueillis. Plus tard, Eisenhower invita Zhukov aux États-Unis, mais Staline, inquiet, convoqua immédiatement le maréchal à Moscou pour empêcher le voyage, convaincu que Zhukov entretenait des relations trop étroites avec les Alliés. Zhukov, piégé par les intrigues du NKVD et du SMERSH, Zhukov était conscient des tentatives de Beria pour l'affaiblir, mais il ignorait que la plus grande menace venait de la jalousie de Staline. En juin 1945, lors d'une conférence de presse à Berlin, un journaliste lui posa une question sur la mort d'Hitler. Zhukov fut contraint d'admettre qu'aucun cadavre clairement identifiable n'avait encore été retrouvé. Début juillet, Staline le convoqua à nouveau, lui demandant des comptes sur la localisation du corps de Hitler. Ce jeu de manipulation offrait à Staline un plaisir évident. La révélation tardive de la vérité sur Hitler 20 ans plus tard, lorsque Zhukov apprit enfin la vérité grâce à Rievskaya, il eut du mal à accepter qu'il ait été ainsi humilié par Staline. Zhukov insista sur le fait qu'il était un proche de Staline et que, même si Beria et Abakoumov voulèrent sa perte, Staline l'avait sauvé. Toutefois, même si Abakoumov, chef du SMERSH, orchestrait ces attaques, Staline était parfaitement au courant et les approuvait. Le triomphe de Zhukov et la parade de la victoire à Moscou, la population célébrait Georgi Konstantinovitch Zhukov, qu'elle surnommait « Notre Saint-Georges », le protecteur de la capitale soviétique. Après les festivités du 9 mai, journée de joie et de soulagement, mais aussi de nombreuses larmes, un grand défilé fut organisé sur la place Rouge pour commémorer la victoire, la parade de la victoire et les derniers vestiges du Troisième Reich. Des régiments issus des différents fronts, ainsi que des unités de la marine et des forces aériennes soviétiques, participèrent au défilé du 24 juin. Le drapeau soviétique, qui avait été hissé sur le Reichstag, désormais devenu un symbole de culte, fit partie intégrante de l'événement. Des drapeaux allemands furent également rassemblés et transportés à Moscou pour diverses raisons. Les maréchaux et généraux soviétiques supposaient que Staline dirigerait le défilé, étant donné qu'il était le commandant suprême et le principal artisan de la victoire. Cependant, la tradition russe imposait qu'un défilé triomphal soit dirigé par un cavalier. Ainsi, Zhukov, ancien membre de la cavalerie, accepta de mener la parade après que Staline lui ait cédé l'honneur. Staline avait tenté de monter un étalon arabe, mais était tombé et s'était blessé. Son fils, Vassili, confia à Zhukov que son père avait décidé que ce serait lui qui dirigerait le défilé. Un défilé sous une atmosphère solennelle. Le jour de l'événement, le ciel était couvert de pluie, et l'ambiance à Moscou était empreinte de gravité. Certains murmurèrent que le ciel pleurait pour les morts. Zhukov, monté sur l'étalon arabe, avançait depuis le Kremlin jusqu'à la place Rouge, tandis que les fanfares jouaient « Slavsia » de Glinka. À ses côtés, Rokossovski montait un cheval noir, avançant avec la même fermeté. Le point culminant du défilé fut lorsque 200 vétérans marchèrent jusqu'au mausolée de Lénine, où ils jetèrent les drapeaux nazis aux pieds de Staline. Malgré les applaudissements, Zhukov ignorait qu'Abakoumov préparait déjà sa chute. L'impact de la défaite allemande et la perception du Troisième Reich. L'amertume de l'Allemagne après sa défaite était profondément enracinée dans la confusion émotionnelle et intellectuelle héritée de la Première Guerre mondiale. L'idée selon laquelle le monde entier conspirait contre le peuple allemand était devenue une prophétie autoréalisatrice. Les interrogateurs américains et britanniques furent étonnés d'entendre les officiers supérieurs de la Wehrmacht adopter une posture d'innocence offensée. Ils étaient convaincus que les alliés occidentaux avaient mal interprété leurs intentions. S'ils reconnaissaient quelques erreurs, ils ne considéraient pas avoir commis des crimes, estimant que ces derniers avaient été exclusivement perpétrés par les nazis et les SS. La guerre froide et la réinterprétation du passé nazi. Avec l'avènement de la guerre froide, de nombreux officiers du Troisième Reich furent convaincus qu'ils n'avaient commis d'autre faute que d'avoir choisi un mauvais moment pour leur décision. Cependant, 3 décennies après la défaite,
L'évolution du débat historique et le miracle économique allemand permirent à la majorité des Allemands d'accepter le passé de leur nation. Aucun autre pays ayant un passé aussi douloureux n'a autant fait face à son histoire. Le gouvernement de Bonn resta vigilant pour éviter que le nazisme et ses dirigeants ne trouvent refuge nulle part dans le pays. Le destin du cadavre de Hitler derrière le rideau de fer. Pendant ce temps, le corps de Hitler resta caché derrière le rideau de fer, longtemps après la campagne de désinformation stalinienne, qui suggérait qu'il avait pu s'échapper en zone occidentale à la fin de la guerre. En 1970, le Kremlin prit finalement la décision de se débarrasser définitivement du cadavre de Hitler dans un secret absolu. Le processus fut sombre et macabre. Les mâchoires de Hitler, soigneusement conservées par Rievskaya dans une boîte rouge durant les célébrations de Berlin, furent retenues par le Smersh, tandis que le NKVD garda son crâne. Ces restes furent récemment redécouverts dans les archives soviétiques. Ce qui restait du corps de Hitler fut exhumé et incinéré en une seule nuit, puis ses cendres furent jetées dans les égouts de Magdebourg. Les victimes anonymes de la Seconde Guerre mondiale, Hitler ne fut pas le seul à ne pas avoir de tombe identifiable. Les victimes de la guerre, qu'elles soient soldats de tous bords ou civils, reposaient par milliers sous les tranchées et les ruines. Depuis 1945, chaque année, des corps sont encore découverts dans des lieux tels que les hauteurs de Silo, les forêts situées au sud de Berlin, les excavations de la capitale allemande réunifiée. On estime que près de 1000 cadavres sont retrouvés chaque année. Le carnage absurde causé par la vanité du Führer contraste profondément avec la réflexion d'Albert Speer, qui affirmait que l'histoire ne retient que les événements finaux. L'effondrement du régime nazi, marqué par son incompétence, son refus pathologique de la réalité et sa brutalité, n'en devint que plus évident dans sa conclusion.